des gens qui sont à l'origine de ces programmes. Et donc voilà mon propos. Vous voyez, c'est de dire le véridique par rapport à ce dont il s'agit. Et lorsqu'on prend en considération le véridique, on ne peut pas ne pas être contre. Pourquoi ? Parce qu'à l'inverse de ce que se prétendait cet homme, il n'y a jamais d'inceste qui ne soit pas profondément fracassant pour celui ou celle qui le subit. Et là, nous sommes obligés de repérer, d'observer que nous sommes dans un moment de battement civilisationnel où, par l'affranchissement des normes morales, dont on peut considérer qu'elles ont été un peu pesantes à certaines époques, au motif de la lutte contre la masculinité toxique, mais sans se souvenir qu'il y a une masculinité bienfaisante et non toxique, on est en train de tout autoriser, de tout relativiser. Et ai-je besoin de vous rappeler que votre ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, avait en plaidoirie inventé le concept d'inceste heureux. Vous savez, pour un homme qui avait couché et mis enceinte sa fille, et défendant l'énergumène, Dupond-Moretti avait plaidé l'inceste heureux, elle était consentante, bien sûr. Une fille qui se fait violer par son père ne peut être que consentante. Ça, c'est la défense des pervers. En l'occurrence, l'histoire s'était terminée un peu autrement, puisque le père en question avait fini par assassiner sa fille et se suicider droit derrière. Vous voyez que le bonheur a été complet dans cette affaire. Mais j'ai presque envie de dire que le plus choquant, ça n'est pas même que ça se soit passé, ça existe dans les réalités humaines, aussi tragique que cela soit, mais c'est que ce type ait pu devenir ministre de la Justice. Est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Aujourd'hui, nous en sommes exactement là. Et c'est pour ça que je m'oppose effectivement bec et ongle à Evras, qui en réalité est une entreprise de traumatisation de l'enfance et de viol de l'innocence de l'enfant. Alors, je vous remercie de votre calme et de votre écoute. C'est un domaine, malheureusement, qui, comme bien d'autres, s'est énormément hystérisé. Et même du côté des opposants, il y a des postures extrêmement fanatiques qui rendent difficile le fait d'avoir un discours respectueux du réel. Et notamment, on entend aussi des prises de position, les enfants n'ont pas de sexualité, ils n'ont rien à voir avec la sexualité, il ne se passe rien avant l'adolescence. Et en ce qui me concerne, je suis quand même obligé de rappeler que, anthropologiquement, ça n'est pas comme ça. Mais ce qui compte, c'est cette barrière hermétique entre la sexualité de l'adulte et la manière dont l'enfant va découvrir sa propre nature sexuée. Alors, je me permets de prendre deux comparaisons pour essayer d'illustrer mon propos. Je sais que quand j'évoque ça, souvent c'est difficile de pouvoir rester dans une ouverture de pensée. On entend par exemple des gens dire « Oui, le nourrisson a des jambes, il ne marche pas pour autant. » D'accord. Toutefois, tous les parents ici le savent, un des premiers tests que réalisent les pédiatres, c'est le réflexe de marche. Donc il y a un enfant qui est à peine sorti du ventre de sa mère, hop, on le chope par les mains, et qu'est-ce qu'il fait? Il marche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr que le nourrisson ne marche pas, mais il a le programme de la marche. Et tous les mouvements qu'il va mettre en œuvre au cours de la première année de vie, qui normalement est le moment où il arrive à se mettre debout et commencer à marcher, visent à pouvoir marcher. D'abord découvrir les mains, se mettre assis, se mettre à quatre pattes, essayer de se mettre debout. On se souvient comment ils vacillent les premières fois qu'ils sont debout, c'est délicieux à regarder tellement c'est charmant. Donc vous voyez, on ne peut pas dire que le nourrisson marche, mais on ne peut pas dire qu'il ne marche pas. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas en lui un mouvement de vie qui va vers la marche. Prenons une autre comparaison, la parole. Bien sûr, les nourrissons ne parlent pas. Mais on a vu que la parole parentale pendant la grossesse et après la naissance a une importance majeure. Alors je vous renvoie par exemple aux fameuses expériences de Françoise Dolto à Trousseau. Elle s'était occupée d'enfants abandonnés par leur mère parce qu'ils étaient le fruit d'amour avec des occupants allemands. Et les mères avaient honte et ne pouvaient pas élever eux-mêmes leurs enfants. Donc il y avait des pouponnières avec des nourrissons abandonnés. Et la découverte géniale qu'a fait Dolto,
c'est que si on expliquait à ces nourrissons la situation réelle dans laquelle ils étaient, ils cessaient de se laisser dépérir. Parce que c'est des enfants qui se laissaient mourir. Et quand elle l'a fait, au grand scandale de ses collègues qui disaient « Qui c'est cette folle ?» Mais elle expliquait au petit Marcel qui avait 3 mois, « Marcel, voilà ce qui est arrivé à ton papa. » Et ce qui a pu être observé, c'est que les enfants reprenaient le désir de vivre. Alors évidemment, l'enfant de 3 mois ne comprenait pas. Vous voyez, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Mais avant même le babil et la construction du langage, le nourrisson est déjà un être de parole. Et donc, moi, ce que je cherche à dire, c'est qu'il y a toute une construction à travers l'enfance qui va dans le sens d'accéder à la sexualité active à la puberté. C'est là où il ne faut pas confondre, mais il ne faut pas disjoindre non plus. On est entre adultes, on peut parler des choses, désolé si je vous choque, mais j'ai souvenir qu'à l'âge de 5-6 ans, dans mon lit en pyjama, il m'arrivait assez fréquemment de me tripoter. C'est à portée de main, et puis c'est assez rigolo à cet âge-là, c'est un peu élastique, c'est réconfortant. Mais évidemment, il n'y avait rien de l'ordre d'une sensibilité orgasmique, telle qu'elle apparaît à un moment donné. Donc vous voyez, on ne peut pas dire que c'est de la sexualité comme Kinsey qui dit c'est déjà orgasmique, mais on ne peut pas non plus dire c'est de la sensorialité. Non, c'est autre chose, c'est une construction en devenir, mais je le redis une fois encore, le tabou, c'est rien de la sexualité des adultes dans le monde de l'enfant. Ils découvriront le moment venu. Alors, faut-il faire une éducation sexuelle des enfants? J'ai envie de répondre oui. Et vous savez ce que c'est? C'est les contes de fées. Parce que les contes de fées ne parlent que de sexualité. Mais oui, qu'est-ce que c'est que d'être un prince? Qu'est-ce que c'est que d'aller sauver la princesse? Qu'est-ce que c'est que d'être une princesse qui attend son prince charmant et dont le baiser va l'éveiller à ses féminités? Vous voyez, ça ne parle que de sexualité. Mais comment est-ce que ça se termine? C'est pas le prince et la princesse essayèrent la fellation, la sodomie et la position du missionnaire. C'est ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Vous voyez comme c'est beau. Ça veut dire qu'il y a tout cet imaginaire de la construction sexuelle, mais qui s'arrête au seuil de la chambre à coucher, parce que l'enfant n'a pas à être exposé à ça. Et en fait, la vraie éducation sexuelle de l'enfant, c'est délicieux de le dire comme ça. C'est de ne surtout pas parler de sexe, mais de s'occuper de la vie de l'enfant, pour qu'au moment où il franchira le passage, il ait suffisamment d'estime, de respect, de connaissance de lui et de sensibilité aux choses pour avoir envie de vivre les choses de la bonne manière. C'est ça, en réalité, le plus grand cadeau qu'on puisse faire. Et donc, c'est l'exact inverse de l'Evras. Ces programmes, on le sait, on a énormément de témoignages qui viennent, sont profondément choquants pour les enfants. Vous savez que la modalité principale de l'apprentissage pour un enfant, c'est le jeu. Donc quand vous leur parlez de quelque chose, que vous leur montrez quelque chose, ils le jouent ensuite. Donc on commence à avoir des anecdotes et des anecdotes et des anecdotes de comportements abusifs, d'agressions sexuelles qui se passent dans les toilettes, qui est normal. Une fois que vous avez expliqué à un garçon de 4 ou 5 ans comment on fait des bébés et comment il se comportera plus tard comme un homme, forcément il va essayer. Mais comme il n'a pas les structures pour réguler son comportement et comprendre ce qu'il fait, il va faire n'importe quoi, et c'est exactement ce qu'on est en train de produire. Je vais continuer avec une autre provocation, mais vous êtes tellement bienveillant à mon égard que je suis sûr que vous ne me lancerez pas des excréments ou du fumier. C'est qu'en fait, je crois qu'il y a un énorme besoin d'éducation sexuelle chez les adultes. Parce que la vérité, c'est que, anthropologiquement, la sexualité est quelque chose de très compliqué. Et on voit qu'il y a un gros déficit dans le monde de l'adulte. On l'observe par exemple dans le fait que les couples parlent très peu de leur sexualité. Et en général, on a des études là-dessus en attendant que ça se passe. Et monsieur et madame, ils se sont plu, ils ont eu leur phase un peu olé pendant quelque temps. Puis souvent des enfants arrivent, si c'est le projet du couple,
Puis après, ben, on sait que ça se complique un peu. Et puis là, la vie a complètement changé. Et puis, on attend que ça se passe. Souvent, monsieur attend un peu plus parce qu'il a des hormones qui vont un petit peu dans ce sens. Madame, elle trouve qu'avec le ménage, les courses, les soins du bébé et tout ce qu'on ne reconnaît pas de la peine qu'elle se donne, elle n'est pas forcément très désireuse d'être aussi réceptive que monsieur voudrait. Et puis, il s'attend à partir en cacahuète. Et en fait, on voit que, effectivement, la sexualité reste quelque chose de problématique pour la plupart des adultes, ne serait-ce que dans la capacité d'en parler. Il y a deux domaines dont les gens parlent peu facilement, c'est la sexualité et la spiritualité. Comment est-ce que tu vis ta spiritualité? C'est quoi pour toi Dieu si tu y crois? Si tu n'y crois pas, c'est quoi qui t'émerveille dans la vie? C'est où que tu vas te ressourcer pour te faire du bien et te donner du courage dans cette aventure assez ardue qu'est la vie? Et puis sexuellement, c'est quoi que tu apprécies? C'est quoi tes fantasmes? Des études passionnantes sur les fantasmes de femmes et d'hommes. Donc, messieurs, si vous croyez que ces dames sont des prudes créatures qui battent des paupières, allez voir un petit peu sur les recueils de fantasmes féminins, mais ça ne fait pas d'elles non plus des dévergondées. Un fantasme est un fantasme, ça n'est pas la réalité. On sait qu'il y a beaucoup de fantasmes qu'il vaut mieux ne pas réaliser. Ça marche dans l'imaginaire. Mais si on le traduit dans le réel, c'est différent. Mais donc, il y a quand même une grande gêne par rapport à la sexualité. Et là encore, je pense que sans du tout évoquer le sujet, des parents qui sont relativement à l'aise avec ça vont communiquer quelque chose du bonheur d'être un homme et du bonheur d'être une femme et du bonheur d'interagir entre femmes et hommes qui va être extrêmement fondateur. Parce qu'un enfant, évidemment, absorbe ce qui se déroule autour de lui. Alors, une coach en relation intime américaine, dont le nom m'échappe, mais a proposé quelque chose de très amusant et qui, au fond, est particulièrement judicieux. Elle conseille aux couples de faire du sexe un hobby. En disant qu'on a à peu près tous un hobby, un jardin secret, un passe-temps qu'on aime bien faire. Et puis, quand on est dans le hobby, vous voyez, on est heureux, on se fait du bien, on essaye de nouvelles choses, on répète ce qu'on aime bien faire. Et elle disait, plutôt que d'attendre que le rapport sexuel tombe du ciel une fois que vous êtes marié avec des enfants, faites-en un hobby. Parlez-en. Intéressez-vous à ce qui vous plaît l'un et l'autre, ce que vous avez envie d'essayer ou pas, comment vous vivez ceci, cela, et donnez-vous des rendez-vous régulièrement pour vivre votre hobby. Parce que c'est important, parce que ça nourrit la vie du couple. L'autre élément, on va rester dans la sexualité des adultes. Alors, toute une catégorie d'opposants à Evras rejette la sexologie en bloc. Pourquoi? Parce que la sexologie a été beaucoup teintée par Kinsey, bien sûr. Mais, comment dirais-je, justement, en considérant que la sexualité humaine est un domaine important, je trouve qu'il serait, malgré tout, excessif de ne pas s'y intéresser. Et parmi les courants qui s'y sont intéressés, il y en a un que je trouve très intéressant, qui est celui de Jean-Yves Desjardins, à l'Université du Québec à Montréal, qui a fondé la faculté de sexologie. Lui était un catholique, fidèle, marié, donc c'était vraiment pas le type olé olé ou le pédocriminel de service. Et lui, il a observé quelque chose, c'est que la plupart des personnes découvrent l'orgasme dans un mouvement de stress. Alors pensez à la première fois que vous avez éprouvé un orgasme, c'est quand même étonnant. On a vécu 12, 13, 14 ans ensemble, puis tout d'un coup, pouf, il y a ce machin qui arrive. Souvent, on ne s'y attend pas. Et ce qu'il a observé, c'est que la plupart des gens le vivent dans un état de tension et de stress qui crée une empreinte et qui fait qu'il y a un apprentissage du vécu du plaisir dans une crispation du corps. Et donc tout son travail a été d'apprendre aux personnes et aux couples à fluidifier notamment les mouvements de la colonne avec comme pompes comme ça qui peuvent pour se déprendre de ce réflexe de stress et apprendre à être plus à l'aise. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que on est quand même un peu de la même génération pour pas mal d'entre nous, même s'il y a des gens plus jeunes. C'est vrai que c'était très peu balisé. Il n'y avait pas grand-chose de donné pour pouvoir faire cette découverte d'une manière qui aurait été un petit peu nourrie. Et puis, rappelons aussi au passage la différence entre la pornographie et l'érotisme. C'est quoi? C'est que dans l'érotisme, on cache.
Ce qui est érotique, c'est ce qui est caché. Vous prenez un calendrier des rugbymen que les femmes semblent apprécier. Est-ce qu'on voit leur sexe comme Rocco Siffredi en gros plan? Non. On voit une masse de muscles, viril, etc., mais qui cache l'essentiel. Et dans la beauté féminine, ce qui est beau, c'est ce qui est caché. C'est ce jeu du dévoilé et du caché qui cache l'essentiel. Et parce que l'essentiel est caché, il est d'autant plus intriguant. Vous voyez? Donc après, il est aussi question d'une relation à la beauté, d'une relation à ce qui est sensuel dans la vie. Et Dieu sait, je pense qu'il ne sera pas besoin d'insister là-dessus, à quel point nous vivons dans une société qui a complètement sacrifié la beauté à une sorte de culte de la laideur, mais qu'on retrouve partout dans l'architecture. Prenez des bâtiments du 18e, médiévaux, c'est sensuel, ça vit, il y a des courbes, il y a des formes, c'est agréable à l'œil, ça génère une émotion esthétique. Prenez la danse, entre les danses contemporaines qui peuvent avoir leur charme d'ailleurs, l'art contemporain, picturesque, etc. Vous voyez, il y a un côté charnel de l'esthétique qui aujourd'hui s'est totalement dévoyé, mais qui se traduit en absence d'expérience constructrice pour l'enfant. Tout comme d'ailleurs, les enfants aujourd'hui sont très peu exposés à l'extérieur. Je ne sais pas où vous avez grandi, moi c'était dans un petit village de la campagne, et littéralement on était dehors tout le temps et nos parents ne se souciaient pas de où nous étions. Donc on était de retour pour les repas, a priori pas de nouvelles, bonnes nouvelles, puis du coup on était vraiment exposés aux éléments en permanence. En Angleterre aujourd'hui, la moyenne de temps passé en plein air des enfants à l'échelle du pays est passée en dessous de celle des prisonniers. Et oui, pour l'instant, l'enfant il est transporté de la maison à l'école, à la cantine, à l'activité, à la maison, avec les écrans. Et donc, vous voyez, il y a une perte de contact avec la vie, mais la vie aussi dans ce qu'elle a de matériel, de charnel. Dieu sait si un vent humide qui déferle, si un bon orage, si la première neige de l'année sont des expériences sensuelles, non seulement sensorielles, mais sensuelles. Et après, d'ailleurs, dans la sexualité, on peut revivre du grand beau temps avec du soleil, une légère bruine, la première neige de l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une poésie de la vie qui peut s'incarner dans tous les domaines de notre existence, y compris la sexualité. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'on prive de facto de plus en plus les enfants de tout ce dont ils ont besoin pour se construire, y compris l'ennui. Parce que ça, on s'en souvient. Qu'est-ce qu'on s'ennuyait? Mais qu'est-ce que l'ennui nous permettait de trouver des idées géniales? Parce que le cerveau humain est fait comme ça. Le jaillissement de l'idée chouette, elle vient quand on n'est pas en train de s'occuper avec quelque chose ou de regarder un écran. Et oui, c'est dans ce qu'on appelle la prédominance du réseau du mode par défaut, pour ceux qui aiment les neurosciences. Là, ouais, je m'ennuie, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ah! Et là, boum, c'est parti. Donc vous voyez comme c'est intéressant, parce que dans la réalité des faits, on prive de plus en plus les enfants de toutes ces expériences constructrices bénéfiques, et on veut les exposer à des contenus qui ne sont pas de leur âge et qui, par définition, selon la formule consacrée, vont faire effraction. C'est-à-dire vont venir amener dans leur psychisme de force, c'est ce qu'on voit à l'école, des contenus dont ils ne vont pas pouvoir faire cas. Parce que, précisément, quand je me tripotais à 5-6 ans, je ne pouvais pas imaginer ce que c'est qu'un sexe d'homme en érection. Et si je suis brusquement confronté à ça, il va y avoir quelque chose qui va exploser dans mon psychisme, parce que je ne suis pas prêt. Voilà. Et d'ailleurs, un des indicateurs rassurants en la matière, c'est le fait que l'âge du premier rapport sexuel ne bouge pas. Malgré la surexposition à la sexualité. Et c'est vraiment charmant, parce que
C'est d'ailleurs quelque chose qui s'oppose en partie à cette idée, la sexualité, ça commence à la puberté. Non, ça commence bien après. Et on voit cette maturation qui est nécessaire. Hein, j'ai eu plusieurs enfants, j'ai une petite dernière qui a 16 ans et demi, et elle n'a pas franchi le pas, d'après ce que je peux en juger et ce qu'elle me dit, mais on sent qu'elle n'est pas encore mûre. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'elle s'accorde de prendre son temps, et on en parle. Parce que moi, j'avais plutôt envie de franchir ce pas vite pour être dans le monde des adultes. Et j'ai un peu précipité les choses en ce qui me concerne. Sur ma vie, c'est pas plus grave que ça. Mais toujours est-il que si je suis honnête et que je regarde en arrière, vous voyez, j'étais tellement pressé de quitter le monde de l'enfance et de l'ado pour dire ah, moi aussi je suis un homme, que finalement je n'ai pas écouté mon rythme intérieur. Et ce que je trouve de très beau chez elle, mais chez aussi pas mal de ses amis de son âge, c'est qu'on sent qu'ils prennent leur temps. Pour que ça tombe au bon moment, aussi avec la bonne personne. Vous voyez? Il y a quelque chose qu'on ne peut pas... c'est de l'ordre de la nature, c'est de l'ordre du sacré. C'est comme c'est. C'est pas pareil pour tout le monde. Mais si quelqu'un est prêt, quelqu'un est prêt. Si quelqu'un n'est pas prêt, quelqu'un n'est pas prêt. Vous voyez, ce n'est pas une question de vouloir ou de pression extérieure par rapport à ça. Une autre statistique plus préoccupante, c'est que les jeunes font de moins en moins l'amour, ceux qui sont mûrs. Et on a notamment vu, alors il y a évidemment les années Covid, mais je pense que la sinistrose qui va avec et la perte de compétences relationnelles l'accompagnent. Mais dans les jeunes de 19 à 23 ans, plus de 40% n'avaient pas eu de relation sexuelle l'année précédente. Et au Japon, qui est très avancé en la matière, il y a même une manière de se détourner de la relation sexuelle qui est tout à fait notoire, qui tranche beaucoup avec les usages précédents et qui accompagne d'ailleurs la chute du taux de natalité au Japon. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Le taux de reproduction est tellement bas que la société japonaise va vers une forme de disparition à relativement court terme. Et là, ça nous replonge dans les enjeux de civilisation ou de société. Je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point nous sommes dans un mouvement de décadence aujourd'hui. Ça crève les yeux à tous égards. Il suffit de porter ses regards vers l'Élysée, entre autres. Mais pas que. Et en fait, la décadence, c'est un processus qui a été bien analysé par un certain nombre de penseurs. Vous connaissez Emmanuel Todd. Il avait prédit la disparition de l'Union soviétique plus de 10 ans à l'avance sur la base d'un certain nombre d'indicateurs. Lui, il relève quelque chose d'intéressant dans notre société, c'est le fait qu'on est passé dans une matrice zéro sur le plan religieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une société a une inscription religieuse, la plupart des gens pratiquent, les gens se font baptiser, ils se marient à l'église, et puis ils se font enterrer avec une cérémonie religieuse. Il y a eu une phase intermédiaire où les gens ont cessé de pratiquer pour la plupart, mais ont continué à se faire baptiser, à se marier à l'église et à se faire enterrer. Et aujourd'hui, on est passé dans la matrice zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pratique, il n'y a plus de baptême, il n'y a plus de mariage à l'église, il n'y a plus d'enterrement. Les gens se font incinérer. Ça veut dire qu'il y a eu une évacuation de l'héritage. Alors je me permets de le rappeler, je ne suis pas un moraliste, je ne suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Par contre, l'interrogation que j'ai, c'est qu'une société tient par sa relation à son passé. Et la relation au passé, elle est double. On a tous vécu. Il y a un moment où on le trouve nul et on a envie de le dépasser, ça c'est quand on est jeune. Après, on vit les mêmes défis qu'ont vécu ceux qui ont vécu avant nous, puis on se dit, bah finalement, tout n'est pas à jeter. Et puis on commence, en tout cas en ce qui concerne certains hommes, à perdre ses cheveux et à prendre du poids. Et puis là, on se dit, mais finalement, la vie d'avant, elle avait beaucoup de charme, surtout quand on voit la direction qu'est en train de prendre l'époque dans laquelle nous sommes. Et donc, Julien Freund, qui est un des maîtres à penser de Michel Maffezoli, l'avait vraiment mis en lumière dans tout un livre qui s'appelle La décadence, qui est que ce qui préserve de la décadence, c'est le fait de savoir honorer son passé, ses racines et ses traditions. Ça ne veut pas dire s'y accrocher. On a vocation à connaître des formes d'évolution. Par contre, quand on est dans la coupure ou le rejet,
ça veut dire qu'on n'a plus de racines, et sans racines, on ne peut pas définir un devenir pour soi. Ça veut dire qu'on fonctionne comme un bateau sans quille. Et là, on voit effectivement à l'heure actuelle que les principaux repères sociétaux, anthropologiques, mais j'ai même envie de dire sacrés, ont été bazardés ou détruits à la tronçonneuse. Quel est le modèle du couple aujourd'hui? Une majorité de femmes entre 30 et 40 ans vivent seules. Alors, c'est pas que c'est pas bien de vivre seul. On peut être heureux et vivre seul, on peut faire le choix de vivre seul. Mais on comprend bien qu'à cette dimension dans une société, c'est pas 55% des femmes qui ont choisi de vivre seules. C'est juste que créer le couple est devenu extrêmement compliqué. Les taux de natalité continuent de chuter, et d'ailleurs c'est encouragé par toute la propagande médiatico-politique. Hein. Vous n'allez quand même pas mettre au monde un enfant avec le risque sur le climat, l'insécurité, l'immigration, la précarité. Vous ne pensez quand même pas à faire quelque chose d'aussi irresponsable. Et on voit en positif des articles sortir sur à quel point il est agréable de ne pas avoir d'enfant. Hein, c'était Time Magazine récemment, une couverture, un couple allongé dans le sol, dans le sable, comme ça, tête contre tête, et puis qu'est-ce qu'on est heureux d'avoir une vie sans enfant. Bon, ça peut éventuellement recouper des agendas de dépopulation, allez savoir. Mais on voit en tout cas qu'on a une société qui a perdu le sens du sacré, et celui notamment de perpétuer la vie. Pourquoi la sexualité est-elle si agréable? C'est un piège de l'espèce. Si ça ne l'était pas, nous ne serions pas très intéressés à nous reproduire. Eh oui. Mais vous voyez, on peut ramener ça à un versant biologique, mais on peut ramener ça à un versant spirituel. C'est que c'est aussi par ce piège, entre guillemets, mais quel délicieux piège, qu'on est aussi emmené dans cette expérience qui, je l'espère, a émerveillé tous les parents dans cette salle, qui est laquelle? Creusons. Parce que vous serez d'accord avec moi, et d'où l'article du Time, qu'il n'y a pas de servitude plus grande que d'avoir des enfants. Tout d'un coup, vous n'êtes plus le centre de votre vie, il y a quelqu'un qui est plus important que vous dans votre propre vie. Et quelqu'un qui crie, qui fait dans ses couches, qui se réveille la nuit, qui ne fait pas ce que vous voulez, qui a toutes sortes d'émotions, c'est pas reposant d'être parent, on est d'accord. mais, ça vous met aussi dans une position où vous avez peur et vous risquez de souffrir comme vous n'avez jamais souffert. Parce que s'il arrive quelque chose à votre enfant, vous vivrez une douleur dont vous n'avez même pas idée. Est-ce si désirable? Et pourtant, on a tous vécu cette expérience, que quand quelqu'un d'autre devient plus important que moi dans ma propre vie, ça me libère de la servitude à moi-même. Je ne suis plus le maître de mon petit monde. Je ne suis plus le petit tyran de mon univers. Je suis au service de quoi? De la vie. Et le mouvement de la vie, c'est que nos enfants nous dépassent. C'est que chaque génération dépasse la précédente. D'où cette phrase magnifique d'un poème que j'adore, Le Prophète de Khalil Gibran, qui dit « Ne cherchez pas à ce que vos enfants vous ressemblent, cherchez-vous à leur ressembler, car la vie ne revient jamais en arrière. » Voilà. Ceux qui me connaissent, quand je touche le sacré, j'ai les larmes qui me viennent. J'ai une résonance au sacré. Ça me touche énormément. Par contre, vous voyez, c'est cette bonté infinie de donner la vie et d'être au service de cette vie qui actuellement est en panne en Occident. Et c'est tragique. Ça veut dire que nous sommes en train de nous effondrer. Et accessoirement que cet effondrement est soigneusement entretenu par un certain nombre d'acteurs, par un certain nombre de pouvoirs, que tout est fait pour conduire à ça. Et merci pour les gentils mots d'accueil que vous avez bien voulu prononcer. Mais ce qui a fait que je me suis bougé dès le début et autant que je l'ai fait, c'est précisément que mon domaine d'expertise principal est la salutogenèse. Et la salutogenèse, c'est cette aptitude à tenir bon dans les épreuves pour ne pas se laisser détruire par elle, accepter d'en souffrir,
parce qu'il nous a été infligé depuis 4 ans est profondément douloureux, mais si on accepte d'en souffrir, de ne pas se décourager et de se mettre en lien les uns avec les autres, parce que nous ne tenons que grâce au fait que nous sommes en lien les uns avec les autres. Moi, sans tout le soutien qui m'a été manifesté, j'aurais jamais tenu le coup. Et bien des personnes m'ont dit, si vous n'aviez pas mis les mots sur ce que je ressentais, mais que je n'arrivais pas à verbaliser, ça aurait été plus difficile pour moi. Donc vous voyez, là, on est dans le cœur de la spiritualité, c'est-à-dire cette reliance, hein, cette relation fondamentale qui nous permet de puiser sur des ressources plus grandes et plus fortes que ce dont nous serions capables par nous-mêmes. Eh bien, à ce moment-là, nous pouvons grandir à travers l'épreuve. Et notamment parce que je pense que c'est vraiment le fond de l'histoire, je l'ai souvent dit, hein, et j'ouvrirai ce dernier grand volet parce qu'il est en lien directement avec Evras et la décadence de l'Occident. L'immense majorité des gens sont bien intentionnés, à des degrés divers. Ça dépend de certaines structures cérébrales, accessoirement, et le développement de ces structures cérébrales dépend de la quantité et de la qualité d'expériences positives qui ont été vécues. Donc il y a une croissance vers l'aptitude à l'altruisme. Et quand cette croissance s'est produite, on a beaucoup de recherches à ce sujet, on voit par exemple que dépenser 100 € pour faire plaisir à quelqu'un que vous aimez est beaucoup plus gratifiant que dépenser 100 € pour vous-même. Personne chez qui c'est encore en construction, et puis les gens qui n'ont pas beaucoup reçu, parce que c'est aussi ça, c'est en recevant du bon que ça se passe. Les gens qui n'ont pas reçu beaucoup de bons, ils vont préférer dépenser 100 € pour eux-mêmes. Et puis, vous avez, d'après les recherches, 4 à 5% de la population qui sont des gens qui relèvent de ce qu'on appelle techniquement la tétrade noire, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune empathie pour les autres, mais pire que ça, dont la jouissance la plus importante est d'infliger de la souffrance à autrui, surtout s'il est vulnérable. Alors, je pose souvent la question, imaginons que vous gagnez 100 millions d'euros au loto demain, ou que je vous donne 100 millions d'euros. Je vous rassure, je ne les ai pas. Est-ce que tout de suite vous allez dire, non mais attendez, il y en a un qui a 1 milliard d'euros, c'est 1 milliard d'euros qu'il me faut. Quand vous aurez 1 milliard, dire non, non, 100 milliards. Non, non, 400 milliards. Mais non, on est d'accord. 100 millions d'euros, vous réfléchirez à comment vous pouvez vous faire plaisir, comment sécuriser pour ne pas le perdre, comment faire plaisir aux gens que vous aimez, puis la vie est belle. Mais vous avez des gens qui sont dans cette totale incapacité à se sentir satisfaits, qui en veulent toujours plus, mais non seulement toujours plus, qui veulent écraser les autres de plus en plus pour pouvoir avoir plus. Qui parmi vous, si je vous livrais demain matin un enfant de 5 ou 7 ans ligoté, en disant tu peux en faire ce que tu veux, se dirait chic, je vais le violer, je vais le torturer, je vais l'enfermer, je vais le laisser crever de faim, qu'est-ce que ça sera agréable? Eh bien, ce que l'immense majorité d'entre nous avons tellement de peine à percuter, c'est que cela existe et que c'est 4% de la population. 1 sur 25. Et en temps normal, les sécurités sociétales sont telles que soit ils basculent dans la criminalité, soit ils contiennent leur pulsion sadique pour ne pas se mettre en difficulté. C'est-à-dire, on les trouve dans les milieux de travail. Souvent, c'est des gens qui vont se mettre dans des professions où ils vont avoir du pouvoir sur les autres. Relations d'aide, médecin, psychologue, gardien de prison, aide sociale à l'enfance. Hein, parce que là, tout d'un coup, il y a de la chair fraîche vulnérable à disposition, avec un peu d'habileté, et comme c'est des gens qui sont extraordinairement calculateurs et pervers, ils arrivent en général à ne pas se faire opérer. Mais pourquoi? Essentiellement parce que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer que ça existe. Donc même quand vous êtes face à des signaux majeurs, par dissonance cognitive, vous allez trouver des explications qui vont permettre de ne pas voir cette réalité en face.
Et je me permets, je sais de quoi je parle parce que j'ai été dans cette position. Ces personnes, elles naissent comme ça ou c'est un problème d'éducation? C'est une question qui reste ouverte. Il semble qu'il y a un énorme effondrement narcissique vers l'âge de 2 ans, et notamment qu'on trouve à peu près systématiquement, donc la question c'est est-ce qu'ils naissent comme ça ou est-ce qu'ils le deviennent. Les théories psychodynamiques les plus convaincantes, c'est qu'en général il y a un parent impossible à satisfaire, qui ne donne jamais aucun retour positif. Et là encore, tous les parents dans la salle savent à quel point c'est une ascèse d'appréciation. Regarde, je saute sur une jambe. Bravo mon chéri, comme tu sautes bien sur une jambe. Regarde, je saute plus haut sur une jambe. Oh, c'est magnifique mon chéri. Regarde, je t'ai fait un joli collier de nouilles. Oh, comme il est beau. D'accord? Pourquoi? Parce que l'enfant a besoin de ça pour sa construction narcissique. Il a besoin d'être gorgé du sentiment, oui, j'ai de la valeur, oui, j'arrive à faire des choses que mon papa ou ma maman apprécie, pour pouvoir à l'âge adulte arrêter de faire chier les autres. Être capable de se dire, voilà, je fais des choses relativement bien, je suis maladroit et je fais plein d'erreurs comme tout le monde, mais je suis une bonne personne. Voilà. Et quand il y a un parent impossible à satisfaire, à ce moment-là, il y a un effondrement, on appelle ça une psychose blanche, c'est comme un repli qui fait que, et à 2 ans, vous voyez, on ne pense pas, mais sur le plan de la dynamique existentielle, la personne intègre que la seule manière qu'elle a de trouver de l'importance à ses propres yeux, c'est de faire du mal aux autres, sans que cela soit vu, et de prendre le pouvoir. Voilà. Et donc, ce profil est très connu aujourd'hui. On parle de tétrade noire, ces 4 caractéristiques, vous les connaissez, c'est le machiavélisme, super manipulateur, génie de la manipulation, c'est le narcissisme, les autres n'existent que comme objets. Et donc, je les utilise et je les jette. Pour ceux qui ont envie de se pencher sur la psychopathologie présidentielle, il y a un très bon livre qui s'appelle Le traître et le néant, qui avait été écrit pendant le premier mandat. Et les journalistes qui ont commis d'autres livres, ils connaissent bien leur affaire, disent mais c'est un type qui n'a aucune loyauté envers quiconque. Mais il arrive à faire croire aux gens qui sont importants pour lui. Extraordinaire. Les gens, il m'envoie un SMS, il m'aime bien, il m'a promis tel truc, mais rien n'affiche de personne. Les autres sont des marionnettes. Cette fameuse phrase, les promesses des politiciens n'engagent que ceux qui y croient. La troisième caractéristique, c'est la psychopathie, c'est-à-dire aucune empathie. Et c'est là où ils peuvent violer les enfants. C'est comme s'ils cassaient un bout de bois. Vous voyez, il y a aucune... Et on voit avec des IRM. Vous savez, vous, on vous met dans un IRM, on vous projette des images d'enfants battus, de guerre, de chiens blessés, de que sais-je. Vous allez avoir des réactions de détresse dans votre cerveau émotionnel. Eux, rien. Et d'où les tortionnaires, les violeurs, etc. Oui. Et puis la dernière caractéristique, c'est le sadisme, c'est-à-dire la jouissance prise à infliger de la souffrance à autrui. Et donc voilà, ce profil aujourd'hui, il est bien connu, mais malheureusement, il n'est pas reconnu. Il n'y a pas suffisamment de gens qui le connaissent, et donc, ça veut dire que le champ est libre, et notamment, les gens qui relèvent de ce profil ont un avantage compétitif énorme par rapport aux autres pour l'accession à des positions de pouvoir. Parce que quand vous prenez, par exemple, la somme d'épreuves, de turpitudes, de désagréments, de combats de trahison qu'il faut traverser pour arriver à l'Élysée, aucune personne sensée ne s'y lance. Aucune. Par contre, si vous avez ces 4 caractéristiques vraiment à bloc, ça veut dire que vous allez écraser les autres et jubiler une fois que vous y serez. Donc c'est très intéressant, parce que ça veut dire que nous créons aussi des systèmes d'accession aux positions de pouvoir qui privilégient les pervers de cette nature. Ça va nous faire réfléchir, ça. Et puis, que voit-on depuis des siècles et des millénaires? C'est précisément que les sociétés, y compris démocratiques, sont extraordinairement vulnérables à cela, et donc, ça se répète, et ça se répète, et ça se répète, qu'après chaque grosse dérive, on ne dit plus jamais ça. Mais comme on n'a pas compris où ça se joue, et comment cultiver une immunité par rapport à ça, eh bien, à la prochaine occasion, ça se passe rebelote.
Et là, ça a été extraordinaire. On a tous vu autour de nous des hypnotisés, des covidistes, ils n'ont rien vu. Ils ont tout gobé. Mais si on n'intègre pas le fait qu'ils étaient sous emprise, et on les a pris par les bons sentiments, et on leur a montré qui était l'ennemi, tout d'un coup, nous sommes devenus détestables. Vous l'avez vécu comme moi. On est devenus détestables, on est devenus des antisémites, des extrémistes, des transphobes, toutes les pires catégories possibles et imaginables, on nous les a affublés. Et tout ça dans une gerbe qui, si on n'a pas l'immunité, présente la redoutable caractéristique d'être crédible, en partie. Si vous êtes pris dans le truc, un virus terrible a failli tous nous tuer, il n'y avait rien qui était possible de faire, il fallait diligemment respecter les mesures de contrainte, et le vaccin nous a sauvés, sauf que ces anti-vax ont failli tout mettre en échec. Et là on voit que polariser les gens avec une facilité, et ils voient rien, ils gobent tout. Bon. Evras, c'est ça. Evras, c'est les intentions pédocriminelles institutionnalisées au cœur du projet d'éducation nationale. Comme la médecine aujourd'hui, je suis désolé pour les médecins, empoisonne bien plus qu'elle ne soigne. Parce que la corruption est telle, parce que le fait de mettre à l'écart toutes les thérapies moins invasives qui donneraient des résultats bien supérieurs est impitoyablement mise en échec, parce qu'on vient de procéder à une purge à grande échelle de tous ceux qui avaient encore un petit peu de bon sens et d'éthique ou de capacité à comprendre ce qui se passait et qu'ils ont été mis de côté. Aujourd'hui, la médecine est devenue toxique. La justice est devenue injuste. Le gouvernement n'a plus aucun sens du bien commun. Et l'éducation nationale endommage les enfants. C'est vrai de manière générique, et s'il y a des enseignants dans la salle, je m'en excuse. Ben, je sais la somme de bonne volonté et vraiment d'intention sincère de faire de votre mieux, mais à l'intérieur d'un contexte qui est devenu profondément toxique et qui surtout est en continuité d'un agenda. C'est là où il faut savoir mettre ensemble les pièces du puzzle, qui est celui par lequel l'État désormais, mais au-delà des pouvoirs qu'il sert, veut prendre possession de vos enfants pour décider de ce qui sera engrammé en eux d'une manière qui se substitue à la responsabilité parentale. Alors ça, c'est un projet des Rockefeller depuis toujours, donc je suis bien moins complotiste qu'on le pense, parce que je documente tout ce que j'avance. Et les Rockefeller, vous voyez, mais c'est comme Gates, justement, ce sont ce qu'un psychiatre américain a appelé des prédateurs globaux. C'est des gens qui, justement, n'ont aucune limite, et veulent aller toujours plus loin dans le fait d'asservir la population, de la maltraiter, de la réduire. Et par exemple, Bill Gates, qui a ses entrées à l'Élysée, mais à Genève aussi, qui est considéré comme un philanthrope et un bienfaiteur, vous voyez, c'est lui qui a piloté la réponse mondiale au Covid. Ça, des médias mainstream l'ont identifié, Die Welt, des politicos se sont posé la question, mais au fond, qui a décidé la politique mondiale contre le Covid? Et leur réponse, c'est Bill Gates. 10 milliards de dollars investis, en tandem avec Fauci, l'affreux responsable de la santé publique américaine. Mais Gates, il va beaucoup plus loin. Il veut vacciner la Terre entière, il veut envoyer des particules pour bloquer les rayons du soleil, il veut faire des moustiques OGM pour vous vacciner contre le paludisme. Il a racheté la plupart des terres agricoles aux États-Unis. Il veut éliminer le bétail qui pète, il paraît que ça réchauffe le climat. Il veut vous faire manger de la viande synthétique, ou un de ses dernières trouvailles, je vous mens pas. Je suis rigoureux dans ma documentation, c'est de faire des aliments à partir des excréments. Bill Gates, un fou furieux, délirant. Si je vous résume les choses comme ça, toute personne normalement constituée peut quand même se dire, putain, ce mec, il est grave. Eh bien non. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est le philanthrope. Les journalistes l'invitent à la télé, lui posent que des questions de complaisance. Qu'est-ce que ça fait d'être l'objet d'autant d'accusations de la part de vilains complotistes, avec tout le mal que vous vous donnez? Et on en est là aujourd'hui. Et tout ça, les Rockefeller l'avaient dit dans des interviews, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont encouragé le travail des femmes,
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'adore travailler avec des femmes et je trouve très bien qu'il y ait beaucoup de femmes dans le monde du travail. C'est pas ça que je remets en cause. Ce que je remets en cause, c'est tout le conditionnement qui a fait croire que la vie domestique, c'est de la merde. Si vous êtes mère de famille, vous êtes une esclave. C'est totalement sans valeur. Alors que si vous vous réalisez professionnellement et au besoin n'avez pas d'enfant, là vous êtes une femme qui défend la cause des femmes. Et ça, il y a eu un matraquage intense pour faire croire ça. Avec comme résultat, et les Rockefeller l'ont dit, on a des extraits d'interviews verbatim, nous voulons mettre les femmes au travail pour qu'elles ne puissent plus s'occuper de leurs enfants, qu'elles payent des impôts, comme ça l'État sera payé à double, et comme c'est nous qui contrôlons l'État, nous pourrons en faire ce que nous voulons, et nous pourrons nous attribuer l'éducation des enfants pour en faire ce dont nous avons besoin. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est que nos enfants sont en déshérence de la protection parentale. Et je jette la pierre à personne. Mais vous voyez, quand une femme doit retourner travailler, je ne sais pas quel est le délai en France, en Suisse c'est 4 mois. C'est 2 mois et demi. Le bébé a 4 mois. De quoi a besoin un bébé de 4 mois? Et ça va encore plus loin, vous le savez, là je vais me mettre à pleurer, mais pas parce que je suis en contact avec le sacré, parce que c'est abominable, la gestation pour autrui. Un enfant qui grandit pendant 9 mois dans le ventre d'une femme, à peine est-il né qu'on le flanque dans les bras d'un couple de barbus. Un bébé, la maman est d'accord, tout va bien. Et le bébé va partir vivre loin de la mère. Si c'est de nouveau le sacré, là on porte atteinte au sacré, on viole le sacré. C'est abominable d'imaginer pouvoir faire quelque chose pareil. Parce que c'est... Comment... Enfin bon, vous m'avez compris. Et tout ça va dans la même direction. Et Evra, c'est une pièce maîtresse, pourquoi? Et là je rends hommage à Ariane Biran qui l'a magnifiquement mis en lumière. Parce que les sociétés totalitaires ont besoin d'individus fragmentés. Et quelle est la meilleure manière de fragmenter un individu? C'est de couper de sa mère quand il est en bas âge, ou c'est de le violer. Les Allemands ont fait ça à haute dose, les jeunesses hitlériennes. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui s'était fait violer à l'âge de 7 ou 9 ans, quand il devient un soldat à l'âge de 19 ans, il est dissocié. Il n'a plus d'émotion, plus de scrupules, plus de culpabilité, il est prêt à tout. La haine de ce qu'il a vécu peut se retourner dans une intention agressive. Et on voit bien à l'heure actuelle comment tout est fait pour stimuler la haine, le conflit, le dissensus, en permanence, y compris d'ailleurs dans la dissidence. Parce qu'on envoie des bombes polémiques pour que les gens s'entretuent ou s'échappent, les virus existent, ils n'existent pas, il y a du graphène, il n'y a pas de graphène, ce qui sont des questions complètement secondaires. Ce qui prime, c'est pas que c'est des sujets inintéressants, on peut en débattre, mais ce qui prime, c'est la vision d'ensemble que je suis en train de partager avec vous. C'est là où ça se joue, c'est là qu'on doit être unis, et puis on nous balance comme ça des provocations pour que la zizanie se répande partout, et aujourd'hui on est dans une période de très grande hystérie, où le fait de parler des choses, éventuellement d'être d'accord, de ne pas être d'accord, de voir les choses différemment, de tolérer une diversité naturelle devient impossible ou douloureuse. Alors, si j'arrêtais mon intervention ici, je m'en voudrais d'avoir couru le risque de vous plomber. Maintenant, vous savez, vous connaissez la différence entre l'optimiste et le pessimiste? Le pessimiste, il dit « tout va mal, tout va très mal, ça ne pourrait pas aller plus mal ». Et l'optimiste, il dit « mais si, mais si ». Et en fait, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas pessimiste. La première raison, c'est que j'ai été à bonne école en anthropologie, et notamment, je lui rends hommage, il vient de fêter ses 80 ans en fréquentant beaucoup l'œuvre de Michel Maffezoli, qui lui travaille, il a une double formation extrêmement intéressante, parce qu'il s'est formé avec Julian Freund à Strasbourg, la décadence, et notamment,
ces moments problématiques où les pouvoirs institués ne sont plus en phase avec la puissance instituante. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les soi-disant élites et la population. Et Maffezoli a toujours souligné avec beaucoup de justesse que la sagesse est du côté du peuple. Il y a une sagesse populaire qui fait que même si les élites partent dans leur délire et croient qu'ils s'étendent au monde entier, les gens ne sont pas dupes. En même temps, ils ne vont pas aller au casse-pipe inutilement, donc ils n'en pensent pas moins, mais ils observent cette divergence. Et par rapport au wokisme et aux dérives du transgenrisme fanatique, je parlerai encore un tout petit peu du transgenrisme si vous n'êtes pas déjà fatigué. Lui, il dit depuis longtemps, ne vous méprenez pas, c'est un micro-phénomène parisien. En dehors de ce milieu-là, les gens ne sont pas du tout dupes. Et d'ailleurs, je le vois avec ma fille. Je lui pose la question, ça m'intéresse, qu'est-ce que vous pensez, toi et tes copains-copines, des drag queens, du transgenrisme, etc. Et elle m'a dit, écoute papa, chacun peut vivre comme il veut, mais tout ce truc-là, c'est quand même assez grotesque. Vous voyez? Et en vérité, c'est comme ça qu'est la sagesse populaire. Et entendez-moi bien, pas dans le sens de dire qu'il est ridicule d'être transgenre ou drag queen. Ça, je ne le pense pas, et ce serait profondément dénigrant de le penser. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le militantisme forcené. Parce que la réalité, c'est que, je vous ai parlé de la diversité des conduites sexuelles dans les cultures. Oui, il y a du transgenrisme dans beaucoup de cultures. Puis vous avez probablement entendu comme moi cette verbalisation étonnante de certaines personnes qui disent « j'ai l'impression d'être dans le mauvais corps ». Je suis dans un corps de femme, mais j'ai l'impression d'être un homme. Vous voyez, par rapport à ça, il faut aussi éviter la caricature. Une des caricatures, c'est le fait de dire il y a les hommes, il y a les femmes et les cas psychiatriques. C'est pas entièrement faux qu'il y a les femmes et les hommes. C'est-à-dire que, quel que soit votre statut, et même si vous avez transitionné, si un archéologue trouve votre squelette dans quelques millénaires, on saura si vous étiez un homme ou une femme. Parce que ça, c'est binaire. Par contre, il y a des confirmations au niveau des neurosciences. Vous savez que le cerveau masculin et le cerveau féminin ne sont pas pareils. Si vous ne l'avez pas encore compris, c'est peut-être le moment de... Mais bon, mesdames, vous avez remarqué à quel point on est stupide à certains égards. Et messieurs, vous avez observé comment ces dames peuvent parfois être dans une certaine labilité émotionnelle du fait des hormones. C'est une réalité, c'est un donné anthropologique, il n'y a rien de grave. L'important, c'est que les hommes apprennent à être un peu moins bêtes, et puis que les femmes puissent s'appuyer sur les hommes pour un peu de contenance émotionnelle bienveillante quand c'est utile. Mais toujours est-il qu'on observe effectivement qu'il y a certains câblages dans certaines zones du cerveau d'hommes qui sont spécifiquement féminins, et vice-versa. Ça concerne peu de gens, mais ça existe. Donc là encore, ça veut dire évitons les caricatures, et ce dont il est question, ça n'est pas de vouloir empêcher ça, au nom de quoi? C'est de s'opposer à deux choses, plutôt à trois. La première, c'est la promotion active et démesurée de cela, parce que dans la réalité, ça concerne à peu près une personne sur 100 000. Donc cette personne sur 100 000 a le droit de vivre comme elle veut, et toutes les personnes sur 100 000 ont le droit de vivre leur vie librement. Ça, c'est ma posture éthique. Donc ça ne veut pas dire qu'il faille faire un matraquage effréné avec des spectacles de drag queens, des lectures de drag queens, des drag queens dans les mairies, des drag queens à la crèche, des drag queens à l'église. Alors ça, c'est le militantisme forcené. Et d'ailleurs, beaucoup d'amis homosexuels et des personnes transgenres disent que ça fait un dégât énorme à notre cause. Parce que les gens en ont marre, en ont littéralement marre. Il y a une magnifique drag queen, il y a un bon groupe que j'aime bien qui s'appelle Gays Against Groomers. Ça veut dire les homosexuels contre les tripoteurs d'enfants. Justement, un courant gay qui se mobilise contre cette ouverture vers la pédophilie en disant nous n'avons rien à voir avec ça. Et il y a une trans qui a fait une prise de parole absolument superbe. Alors, c'est une association qui est cataloguée d'extrême droite, antisémite, complotiste. Mais elle dit ça. Elle dit c'est quoi cette romantisation de l'univers drag queen? Il faut comprendre ce que c'est. C'est un milieu dans lequel il y a énormément de consommation de drogue. Il y a des pratiques sexuelles très effrénées. Entre adultes, pourquoi pas. Mais si vous avez un enfant, ne l'exposez pas à cet univers avant qu'il ait 18 ans. Quand il a 18 ans, oui, emmenez-le dans
une boîte gay où il y a des spectacles de drag queen, ça l'amusera, il faut qu'il sache ce que c'est, mais avant ce moment-là, vous ne laissez pas une personne approcher votre enfant. Et on peut se demander, pourquoi les drag queens ne sont pas dans les maisons pour personnes âgées à faire des lectures? Pourquoi est-ce qu'elles ne promènent pas des chiens dans les refuges de la SPA pour se rendre utile? Il faut bien comprendre, ce militantisme-là vise les enfants. Pourquoi? Pour fracasser leur psychisme. Je donne un exemple, il y avait, vous voyez comment c'est, un musée de l'érotisme et de la féminité au Danemark, qui est devenu un musée du genre, et la statue à l'extérieur du bâtiment, c'est un homme avec une barbe et un pénis, des seins qui allaitent un nourrisson. Et vous voyez, vous amenez un enfant de 3, 4, 5, 6 ans face à ça, vous le fracassez. Vous le fracassez. Parce que ça ne marche pas. Et donc, ça ne peut que le saisir et le dissocier. Et c'est ça le but. Donc c'est là où ce militantisme drag queen est à identifier pour ce qu'il est et qu'il faut oser lui dire non. Et de nouveau, ça n'a rien à voir avec la cause des personnes concernées. Et puis le fait de mettre les enfants en protection de ça. Parce que c'est un dévoiement absolument massif. Et vous savez probablement qu'il est notamment aujourd'hui dans les exigences de certains groupes financiers, notamment BlackRock, que les entreprises dont ils sont propriétaires, c'est-à-dire à peu près tout, et des programmes d'inclusivité et de promotion des personnes transgenres dans les publicités. Dernier exemple en date, c'est Jaguar, qui vient de sortir une publicité. Ça, en même temps, c'est génial, ça fait fuir les clients. Budweiser, la marque de bière, l'avait fait aux États-Unis, ils ont pris un bouillon droit derrière. Une espèce d'énergumène vaguement féminin qui faisait la promotion de la bière. Ben non, les gens ne veulent pas ça. De nouveau, ça n'a rien à voir avec la tolérance. Ça a à voir avec cet abus de venir nous brandir ça sous le nez. Et puis, évidemment, en dernière jointure, c'est le lien avec la pédocriminalité d'État. Vous en savez quelque chose en France. Tous les scandales sont en train de sortir autour de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, où il y a des réseaux de prostitution. On ne retire pas les enfants à des parents pédophiles ou incestueux. Par contre, on bloque le parent qui voudrait les en protéger. Enfin, on sent et puis on connaît toute l'imprégnation de certaines élites par ce délire, d'une manière qui à la fois est sue et connue, mais totalement protégée par l'État au plus haut niveau. Les dossiers sur Jeffrey Epstein, notamment le volet parisien, qui ne sortent jamais. Enfin, il faut aussi mesurer qu'on est dans une culture de cette nature, mais aussi avec cette caractéristique que des élites qui sont dans la tétrade noire vont forcément se vautrer là-dedans. Ça va ensemble. C'est transgresser toutes les règles, c'est violer, violenter, assassiner l'innocence. Et ce sont des gens qui sont tellement tordus et pervers qu'ils ne supportent pas l'innocence. Donc ils ont besoin de la détruire. Alors, pourquoi est-ce que je reste non pessimiste? C'est parce que Maffezoli, qui s'est formé à Freud, mais aussi à Gilbert Durand, c'est-à-dire l'anthropologie de l'imaginaire, lui est très attentif. L'imaginaire, c'est quoi? C'est l'atmosphère, c'est le climat d'une époque. Et j'ai souvent rappelé, je ne suis pas si vieux que ça, encore que ma fille m'affirme que si, mais j'ai grandi dans la France des années 70, et je rappelle souvent à quel point c'était une atmosphère d'insouciance. Quand vous voyez Joe Dassin avec Sylvie Dartan, Johnny Hallyday et Carlos chez Gilbert et Mariti Carpentier, c'était la déconnade, mais au sens très amusant du terme. Il y avait une douceur de vivre, il y avait une facilité, il y avait une atmosphère de possible, de joie, de facilité. Quand on voit où nous en sommes 50 ans après, c'est très impressionnant de voir à quel point ça s'est... Mais bon, c'est la décadence. Et la bonne nouvelle, c'est que Maffezoli, ça fait 50 ans qu'il analyse ça, et qu'il dit oui, l'époque moderne est en train de s'effondrer. L'époque moderne, c'est quoi? C'est ce paradigme de société basé sur l'individualisme, il faut être autonome, exister par soi-même, le productivisme, le rationalisme et l'utilitarisme. En d'autres termes, on évalue chacun en fonction des coûts qu'il génère et des bénéfices qu'il procure, et il y a une approche métrique de l'existence. Et une époque finissante se caractérise par une espèce de bouffée délirante où les valeurs en question deviennent folles. Elles ne sont plus contenues, elles ne sont plus équilibrées. Mais pourquoi? Parce qu'un nouveau monde est en gestation, il n'est pas encore apparu,
Et on est dans ce qu'il appelle une période, c'est-à-dire un temps de battement entre deux époques. La bonne nouvelle de son point de vue, et je le rejoins là-dessus, c'est qu'il dit que la bouffée délirante et la tentation des élites de prendre le pouvoir par des stratégies de la peur est vouée à l'échec. C'est un combat perdu d'avance, c'est un combat d'arrière-garde. Et en fait, c'est exactement ce qu'on voit. C'est-à-dire que plus ils perdent le pouvoir, plus ils cherchent à le conserver à tout prix, plus ils se démasquent et ils démontrent qui ils sont réellement. Donc, vous voyez par exemple que les médias mainstream sont en train de prendre un bouillon phénoménal. Il y a plus de 20% des Français qui ont confiance en eux. C'est encore 20% de crédules. Et tous ces médias sont en train de licencier. CNN aux États-Unis, qui faisait 6 millions d'auditeurs, aujourd'hui est à 200 000 certains soirs, sur un territoire de 300 millions d'habitants. Donc ils sont en train de perdre la main à énormément d'endroits. C'est un moment particulièrement dangereux, parce que plus c'est le cas, plus ils deviennent enragés, et plus ils vont tout faire pour réussir à imposer leur agenda, tout en continuant à s'aliéner la population, jusqu'au moment où il y aura un basculement. Alors effectivement, avec une caractéristique étonnante de l'époque, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. C'est pas comme dans le passé où un homme providentiel pouvait arriver en disant « je vais vous montrer comment on va faire ». Non, la personne ne peut le faire. Maintenant, il y a beaucoup d'initiatives et de bonne volonté à beaucoup d'endroits. Et comme Maffezoli l'a identifié, au fond, ce sur quoi nous pouvons tabler, c'est la sécession. C'est ce moment où la population dans son ensemble arrête de jouer le jeu. C'est aussi simple que ça. Et en quelques jours, la chose peut basculer. On sait que ça ne passera pas par la force, la violence est de leur côté, mais il y a un moment où ça s'arrêtera d'une manière ou d'une autre. Aux États-Unis, c'est passé par ce curieux personnage qui est Trump. Enfin, toujours est-il que c'est quand même en train de mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière, parce que tout est en train de sortir. Et avec Robert Kennedy Jr. à la tête de la santé, lui, il connaît parfaitement la magouille entre Fauci et Gates. Il veut les voir en tôle. Donc ça veut dire qu'il est à toute vitesse. Et une fois que ça tombe aux États-Unis, il est quand même probable que ça tombe ici. On voit comment ils sont en train d'essayer de susciter un conflit avec la Russie de manière assez désespérée. Dieu merci, Poutine a pas mal de sang-froid pour ne pas se laisser entraîner là-dedans. Donc on voit tous les signes de cet effondrement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que ça se sera effondré, on sera très clairement de l'autre côté. Et au fond, ce dont il s'agit, c'est de pouvoir enfin créer un monde qui corresponde à ce dont on a envie. Qu'a voté la France en 2005 ? Est-ce que vous avez envie d'être inondé de merde agricole produite à l'autre bout du monde à grands coups de produits chimiques ? Ou est-ce que vous avez envie que le paysan du coin puisse vivre honorablement de son travail en vous donnant une nourriture de qualité ? On sait au fond. Et le monde tel qu'il s'est construit au cours de ces 30 dernières années s'est éloigné de plus en plus de ce dont nous avons vraiment envie. Les enseignants, vous avez envie de quoi ? D'apprendre la sodomie à vos enfants ? Ou de apprendre la poésie ? De les sensibiliser à la culture française, dont Macron dit qu'elle n'existe pas ? Est-ce que vous avez envie que ce génie unique de la France puisse retrouver, non pas de sa superbe, mais de sa beauté. Vous voyez, moi qui ai longtemps participé à une ONG internationale avec une réunion des délégués européens chaque année, c'était juste génial de voir les Italiens qui sont les Italiens, les Espagnols qui sont les Espagnols, les Allemands qui sont les Allemands, les Britanniques qui sont les Britanniques, les Polonais qui sont les Polonais. C'est juste tellement beau quand chacun est qui il est. Pourquoi est-ce qu'on veut unifier tout ça en le noyant sous une immigration de misère ? Le problème de l'immigration, ce n'est pas l'immigration, c'est la misère. C'est qu'on fait croire à des gens qui vont trouver ici le bonheur dans une illusion complète. Ils sont totalement paumés dans leurs repères. Enfin, voilà, tout est fait pour générer un désastre. À nouveau, la bonne nouvelle, c'est que le désastre se déconstruit très vite. Je ne suis pas forcément fan des méthodes du président salvadorien, mais il a fait d'un pays qui était le pire coupe-gorge d'Amérique centrale, le pays le plus sûr en quelques années. Donc on peut retrouver. Et je terminerai avec ça. Notre responsabilité à tous,
Et d'autant plus qu'on n'a pas de moyens d'action politique ou autre. Vous savez, Václav Havel, qui a quand même passé pas mal d'années dans les prisons en Tchécoslovaquie, avant de devenir président, lui disait la résistance, ça passe par la culture. Et la culture, c'est la vie de tous les jours. Faire à manger, aller dans une chorale, s'occuper de l'église pour pas qu'elle tombe en ruine, les contes et légendes, les récits historiques, c'est ça. Et là, nous avons tous un énorme pouvoir d'agir. J'ai juste l'impression, et je prends la critique aussi pour moi, qu'on passe beaucoup de temps à se catastropher de tout ce qui se passe, en investissant peut-être pas autant qu'il serait souhaitable toutes ces manières de faire vivre cette culture populaire, cette culture qui est notre héritage, qui nous a été léguée par nos parents et que nous avons à léguer à nos enfants, et que si nous vraiment mettons beaucoup d'énergie là-dedans, peut-être que les jeunes auront de nouveau l'envie d'être parents, auront de nouveau l'envie de recommencer cette aventure humaine absolument extraordinaire dans laquelle nous sommes tous investis quelques décennies que nous passons sur cette terre. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite. Et je crois vraiment que nous sommes un exemple de ce que j'indique ici. Parce que cette crise nous a fait sortir du bois, elle nous a fait nous rencontrer, elle nous a fait remarquer. Nous avons peut-être l'air minoritaire, mais c'est pas vraiment vrai. Vous savez, en Suisse, il y a eu 3 votations, parce qu'on a le référendum d'initiative citoyenne sur les lois Covid. À chaque fois, il y avait 40% qui disaient non. 40%, c'est énorme. Et les 60%, ils étaient manipulés. Donc, s'ils comprennent vraiment ce dont il s'agit, on est 96%. Bon, peut-être un peu moins. Les 4% de pervers et puis les 10% de lâches qui ont servi la soupe aux pervers. Mais en dehors d'eux, voilà, le monde est à nous, la vie est de notre côté. Et puis je sens cette spiritualité qui vit. Je terminerai avec ça. Vous savez, Michel Maffezoli a aussi mis en lumière, il y a des années, l'idéal communautaire, en disant « nous revenons au temps des tribus ». Parce qu'en fait, tous les liens traditionnels se sont défaits en quelques décennies. Et le modèle, c'était la famille élargie. C'est comme ça qu'on vivait jusqu'il y a peu. Puis désormais, les enfants vont vivre ailleurs, on a comme ça des parcours qui ne sont plus dans ces liens de proximité immédiats, mais nous restons faits pour vivre en tribu. Et le propre de la tribu, c'est que chacun y a sa place. Vous êtes membre d'une tribu, vous pouvez être vieux, jeune, grand, petit, gros, chauve, chevelu, trans, tout ce que vous voulez, vous êtes membre de la tribu et personne ne peut vous en exclure. Et au fond, c'est cette appartenance à laquelle nous aspirons tous. Parce que la vie est devenue tellement jugeante, tellement étiquetante, on n'est jamais assez ceci, on est trop cela, on coûte trop cher, on a des mauvaises idées, Vous voyez, mais quand tout ce cirque-là cesse et qu'on est juste entre nous, à hauteur Dieu, chacun avec sa personnalité, sa créativité, son intelligence. L'intelligence est différente pour chaque personne, il y a de très nombreuses formes d'intelligence, personne n'est plus haut que les autres, et ensemble nous pouvons construire quelque chose qui soit à la hauteur de nos aspirations, qui soit à la hauteur de l'appel de notre âme, mais surtout qui soit à l'appel de ce service à la vie que nous avons plus que tout envie et besoin de rendre, parce que quand on se met au service de la vie, comme on le voit avec nos enfants, c'est à ce moment-là que nous entrons dans le sacré, dans une forme de liberté. C'est tout ce dont nous sommes privés maintenant. Maintenant, le seul moyen de s'opposer aux pervers et de ne pas tomber dans leur piège, c'est de les connaître. La plupart des gens qui ne se sont pas fait prendre avaient déjà eu l'expérience dans leur vie. Ceux qui ne l'avaient pas eu ou n'en avaient pas été conscients se sont fait prendre. Donc de quoi avaient-ils besoin pour finir par comprendre ce dont il s'agit? D'une expérience pédagogique à grande échelle. Et c'est ce dans quoi nous sommes. Donc moi, mon espoir, pour échapper à la fatalité de la répétition, on ne dit plus jamais ça et on recommence, c'est qu'on puisse ensemble, une fois qu'on aura passé l'épaule, faire l'inventaire, comprendre ce qui s'est passé, pour être sûr que cela ne se reproduise pas. C'est le meilleur scénario, c'est pas dit qu'il se réalise, en même temps le pire n'est pas toujours certain, mais je crois que les uns et les autres, en dépit de côté difficile de tout ce que nous avons vécu au cours des dernières années,
on peut aussi reconnaître qu'on a vécu des choses belles et bonnes à la mesure d'à quel point c'était dur et difficile. On a grandi en cours de route. Donc pour l'instant, ça va. On reste dans la course, haut les cœurs. Et j'ai coutume de dire, le premier qui se décourage a perdu. Faisons en sorte que ça ne soit pas nous. Merci. Y a-t-il des organisateurs dans la salle? Est-ce qu'on ferait tourner un peu le micro et... J'étais très bavard ou pas trop? Il est déjà minuit ou pas? Je voulais vous poser une question par rapport à d'autres associations qui se sont levées contre les brasses, à savoir, qu'est-ce que vous pensez de la position de SOS Éducation qui dit que c'est pas bon avant 12 ans, mais c'est très bien après 12 ans. Moi, je les trouve un peu pas du tout catégoriques. Et limite, je ne sais pas si on peut dire opposition contrôlée. Voilà, je voulais avoir votre opinion. On prend peut-être plusieurs questions, comme ça évite de faire des allers-retours avec le micro. Les deux petites remarques, c'est que en continuité, alors c'est des détails en fait d'histoire, mais qui ont peut-être leur importance. En continuité avec l'histoire de Kinsey, il faut savoir qu'aux États-Unis, jusque dans, alors je tiens ça aussi du même bouquin que celui auquel vous êtes référé. Et aux États-Unis, jusque dans les années 90-2000, il y avait un périodique qui s'appelait Pédophilia, officiel, répertorié, et qui était diffusé régulièrement. Donc il faut savoir à qui on a affaire. La deuxième remarque, s'il y a des personnes dans la salle qui douteraient que nous ayons affaire à des complots, vous avez quand même pu remarquer que, outre l'introduction des brasses de manière de plus en plus pressante, notamment depuis Papendiaï, qui avait dit que ce serait sa priorité pendant sa mission de ministre de l'Éducation, a été mis en place en France l'obligation de scolarisation à partir de 3 ans. D'accord? Et que dans le même temps aussi, a été quasiment interdite l'éducation en famille. Ça, c'était mes remarques. Alors ma question, parce que je m'intéresse à l'histoire des brasses et à toutes les dérives concernant l'instruction publique qui est devenue l'éducation nationale par des édits iniques, je me suis intéressé bien entendu à la racine de tout cela. Et la racine réside en Suisse, à l'OMS, sous la forme des standards pour l'éducation à la sexualité en Europe. Standards dont j'ai eu beaucoup de peine à me saisir, puisque je n'ai pu les trouver en langue française que en Suisse. C'est-à-dire il faut aller sur un site suisse pour les avoir, en français. Et comme je viens de le dire, ces standards sont bien édictés de la manière que je l'ai dit, standards pour l'éducation à la sexualité des enfants en Europe. Évidemment, je suis allé rechercher ce qu'il en était pour l'Océanie, pour l'Afrique, pour les Amériques et pour l'Asie. Rien de rien. Que peut-on dire de tout cela? Oui, moi c'est peut-être un petit peu hors sujet. Je diverge un peu, mais je vous ai entendu parler de l'immigration. Et vous avez dit que l'immigration, on faisait croire à ces pauvres gens, etc., qu'ils trouveraient un peu, pas l'Éden vers chez nous, mais qu'on faisait miroiter beaucoup de choses. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent les pays, ou qui sont obligés de les quitter dans les pays où il y a de la violence, où ils ne peuvent plus vivre. Donc ils viennent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc je voulais souligner ce côté-là. Moi j'ai une question. On a une petite fille de 2 mois et demi qui est juste ici. On a un rythme de vie très particulier, notamment une nourriture particulière, parce que nous sommes des crudivores. Alors moi depuis 8 ans, ma femme depuis 3 ans. Je ne vais pas revenir là-dessus et ce qui nous a poussé là-dessus. Mais aujourd'hui on se pose la question. Moi je suis rentré en 2017 dans une société en Suisse, notamment à Lausanne, qui luttait, qui faisait de la médecine traditionnelle justement par rapport à la médecine allopathique. Et je suis rentré, j'ai été recruté sur un dossier sur les vaccins. En 2017, Madame Agnès Buzyn nous imposait ces 11 ou 12 vaccins. Et aujourd'hui, nous, les parents, la vaccination, c'est quelque chose qu'on refuse. Alors la vaccination auprès de notre petite fille de 2 mois et demi, on a un rythme de vie avec une nourriture qui est très particulière.
Et on se pose la question de l'école à domicile. Mais la principale, en dehors de tout l'aspect technique, est-ce que vous avez des données, des éléments qui pourraient nous faire aller ou pas dans ce sens, puisque la principale interrogation que j'ai, c'est de me dire, si je fais cours à la maison à ma fille, qu'en est-il du lien social? C'est-à-dire, comment maintenir un lien social avec d'autres enfants, avec la vie, et je pense que c'est plutôt notre grande préoccupation du moment. Et du coup, vous qui êtes spécialisé là-dessus, quels sont vos retours par rapport à ça? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter justement cet isolement? Et est-ce que ça peut être sain pour l'enfant? Bonsoir, merci pour votre intervention. Je suis maman notamment d'un enfant autiste. Et justement, je me demandais, est-ce qu'il y a une différence pour aborder la sexualité? Moi, c'est un autiste verbal. Est-ce qu'il y a une différence par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a un âge différent? Enfin, voilà. Bonjour, alors moi je voudrais juste répondre à la question sur l'instruction en famille, parce que je suis une maman qui pratique l'instruction en famille. J'ai fait cessation avec l'État depuis 2 ans, puisque je suis en désobéissance civile, c'est-à-dire que j'ai refusé de déposer un dossier auprès de l'inspection d'académie pour demander l'aumône à l'État et avoir le droit de faire ce qui est de l'ordre de ma responsabilité parentale. Il faut savoir qu'on est 150 familles en France à être en désobéissance civile et à risquer le pénal. Nous sommes accompagnés par une association qui s'appelle Enfance Libre, et dans le Rhône, nous sommes 3 familles à avoir fait cessation. Alors, je veux répondre à monsieur qui a une petite fille de 2 ans et demi sur le lien social. 2 mois et demi. Donc, le lien social, c'est nous qui le choisissons. Mon fils qui a 11 ans voit des amis, des copains, quand il l'a choisi. Pas parce que l'école lui impose. Et se poser la question de l'isolement dans le cadre de l'instruction en famille, à mon sens, c'est une peur. Nos enfants voient qui ils veulent, quand ils veulent. Faire croire à la majorité de la population qu'on apprend qu'à l'école, faire croire qu'on ne peut avoir qu'un repas chaud à la cantine de l'école, faire croire à nos enfants qu'il n'y a que l'école pour créer le lien est un mensonge. L'école obligatoire, l'instruction est obligatoire et pas l'école. Donc ça c'est hyper important, c'est dans notre déclaration, dans le cadre qui nous lie en tant que société. Vous êtes responsable de choisir l'instruction que vous pouvez donner à vos enfants. Et l'instruction et l'éducation sont 2 choses différentes. Donc il est important de retrouver cette liberté en tant que parent. Ça choque de se dire que oui, on peut avoir des enfants équilibrés qui ne mettront jamais les pieds à l'école. Il y en a plein, on a eu un ministre de l'Éducation nationale qui n'a jamais mis les pieds à l'école. Donc on choisit, on retrouve la liberté de choisir et de créer les environnements nécessaires à nos enfants sur leur centre d'intérêt et sur leur choix. Et quand on fait ce cheminement, et j'ai été fonctionnaire d'État dans l'Éducation nationale, donc je peux vous dire que je suis passée quand même par tous les stades, on goûte la joie de retrouver la liberté. Ce n'est pas parce que l'État nous dit que l'instruction est obligatoire à 3 ans qu'on doit céder. Si c'est votre choix le plus profond, respectez-le. Engagez-vous. Ne pensez pas à ce qui va vous arriver au pénal. Pour le moment, on n'a aucune condamnation au pénal. Ça fait 4 ans qu'il y a des parents qui sont en désobéissance civile déclarée, c'est-à-dire qu'on envoie son courrier à l'inspection d'académie en disant « je refuse ». On l'envoie à notre député, on l'envoie au ministre, on l'envoie à tout le monde. Et on s'expose. Et bien ça, vous retrouvez de la joie, vous retrouvez du courage et vous faites ce que Jean-Michel a dit. Vous faites votre tribu. Voilà. Merci. Alors je vais essayer de répondre assez brièvement parce que vous êtes déjà d'une patience qui m'honore profondément. Sur l'OMS, oui, bien sûr. En même temps, je suis malheureux de le dire, j'ai beaucoup travaillé avec l'OMS, il y a des gens absolument remarquables, il y a des programmes absolument remarquables, il y a beaucoup de gens bien intentionnés, mais évidemment que c'était la tête de pont idéale pour
finalement prendre le pouvoir sur les États. Vous savez que c'est leur tentative à travers différents règlements sanitaires, et donc l'occasion était trop belle de faire passer les standards pour l'éducation sexuelle par là. On sait qu'il y a des gros grenouillages à l'international autour des questions de LGBTQ et autres, notamment un rapporteur de l'ONU qui a dit que les religions qui s'opposaient aux droits des homosexuels et des trans devaient être combattues. Donc on sait aussi la tentative d'Emmanuel Macron d'imposer des programmes LGBTQ au Cameroun, ça a été assez fraîchement accueilli. Donc bon, on voit qu'il y a ce côté complètement obsessionnel qui se déroule, et le fait que les organisations internationales qui ont un peu vocation, entre des mains truandes, d'être la tête de la pieuvre, se les approprient, c'est pas étonnant sur le plan de la dynamique, avec après toujours aussi cette justification après pour la bien-pensance. Moi-même, je m'étais associé à une plainte en justice à Genève contre le port du masque aux enfants dans les écoles, et le crétin de juge, évidemment, a dit « Ouais, mais c'est les consignes de l'OMS, comment vous voulez que je juge contre l'OMS ?» C'est pour ça que c'est tellement précieux pour eux. Maintenant, Trump a déjà dit qu'il se retirerait une nouvelle fois de l'OMS. Le projet de règlement sur les pandémies est en échec. Donc, de nouveau, à mon avis, ça vacille. Et puis, de toute manière, le thème de la corruption est tellement important, c'est le fond, parce que des institutions comme ça, sans corruption, peuvent faire beaucoup de bien. Si elles sont aux mains de la corruption, ça devient extrêmement compliqué. En ce qui concerne l'accusation d'opposition contrôlée, je suis extraordinairement précautionneux par rapport à ça. Déjà parce que j'ai été accusé de faire partie de l'opposition contrôlée. Alors, je suis quelqu'un d'assez flegmatique, mais franchement, il y en a qui se foutent de la gueule des autres. Et c'est toujours des gens qui viennent après. Nous, on est monté au créneau tout de suite, on a pris plein la gueule, on a fait tout ce qu'on a pu. Puis après, il y a des gens qui disent « Non, mais eux, c'est l'opposition contrôlée, parce qu'ils croient encore au virus, ou ils ne sont pas d'accord qu'il y a du graphène. » Voilà, je garde ma pensée pour moi-même. Et puis, il faut se rappeler que c'est une des stratégies favorites du camp d'en face. Ça s'est passé pendant la guerre d'Algérie, c'est comme ça que l'État français a foutu un bordel monstre dans le FLN. C'était en faisant croire au FLN qu'il y avait des gens parmi eux qui étaient de l'opposition contrôlée. Ils ont commencé à s'entretuer les uns les autres, alors que c'était de l'intox. Donc voilà, j'aime pas le concept d'opposition contrôlée. Et c'est toujours des gens très puristes qui disent « Ah, c'est les autres qui sont en opposition contrôlée ». Ça fout un bordel monstre et je ne vois pas l'utilité. En ce qui me concerne, j'ai toujours plaidé pour une forme de collégialité autour de ce respect qu'il n'est pas forcément nécessaire d'être d'accord sur tout. Et par rapport à la question très précise que vous posez, SOS Éducation, qui fait un taf remarquable, comme Maman Louvre, comme bien d'autres collectifs, dit pourquoi pas à 12 ans. Maintenant, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que la perversité est en train d'utiliser d'une manière terriblement destructrice, en soi, n'est pas forcément problématique. Prenez les paiements électroniques avec votre smartphone. Si on imagine que les données sont effacées quelques jours plus tard, où est le problème? Les villes de 15 minutes. Vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin dans un rayon de 15 minutes. Bah, c'est peut-être mieux de prendre sa bagnole pour aller dans une zone industrielle ou ces grands trucs qui polluent. Donc, ce n'est pas les projets en soi qui sont forcément problématiques, c'est comment ils sont utilisés à des fins perverses. Et en l'occurrence, qu'à 12 ans, on fasse une éducation aux enfants sur la physiologie, hommes-femmes, sur la contraception, sur les maladies sexuellement transmissibles, sur le consentement, sans parler de sodomie, de fellation, tout ça, pourquoi pas? Donc, vous voyez, c'est pas les positions en elles-mêmes qui me dérangent. Et moi, j'ai essayé du mieux que j'ai pu de dire à tout le monde, tirons à la même corde, parce qu'au fond, les expertises et les apports des uns et des autres ont vocation à se potentialiser. À Honest, par exemple, il y a des expertises très pointues. Chez Virginie Diaroro, l'avocate, chez Ariane Biran, elles font un taf excellent. Maintenant, est-ce que c'est à dire que tous les autres sont des imposteurs qui les empêchent de faire passer leur message? Je trouve que c'est pas utile de voir les choses comme ça.
Pourquoi accuser les mamans louves d'être de l'opposition contrôlée? Non, elles ont fait un travail remarquable pendant la crise. Donc moi, vraiment, j'aurais préféré que tout le monde se mobilise en se disant laissons nos désaccords de côté et les accusations réciproques pour nous rassembler pour la cause. Mais au lieu de ça, on voit encore et encore et encore ces dissensions qui, malheureusement, mettent en difficulté la résistance et je trouve ça dommage. C'est un des enjeux, d'ailleurs, je trouve, parce que le risque existe, et j'en vois des manifestations, que nous reproduisions dans la dissidence ce que fait le camp en face. Et si nous ne pouvons pas tolérer la diversité, et le fait de voir que peut-être quelqu'un dit quelque chose qui va me déplaire ou m'avoir l'air d'aller dans la mauvaise direction, mais sans en faire un cheval de bataille ou un motif de zizanie, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup mieux outillé pour se faire. Alors, j'ai aussi un pli d'anthropologue. L'anthropologue, par définition, il essaye de comprendre ce que disent les uns et les autres. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Stéphane Alix, qui est un journaliste et écrivain remarquable. Je discutais un jour avec lui, puis on rigolait, parce qu'il me disait, mais tu sais, moi, je suis quand même assez empathique, et donc quand dans le monde, par exemple, vous savez, des fois, il y a un débat, il y a deux opinions contradictoires sur une même question, il disait, je lis la première et je suis vachement d'accord avec lui. Après, je lis la deuxième qui dit le contraire, puis je suis aussi vachement d'accord avec lui. Et c'est aussi cette manière de savoir aller dans le sens de quelqu'un pour comprendre d'où il parle. Et ça, pour moi, c'est une grande protection face à ce risque du désaccord, même si certains désaccords peuvent exister à certains endroits. Par contre, ouais, l'étiquette d'opposition contrôlée, elle me paraît très, très problématique en elle-même. Sur la situation particulière autour de l'autisme, je ne serai pas en mesure de vous répondre, je ne connais pas suffisamment bien la question. Par contre, c'est un très grand enjeu, celui de la sexualité de personnes ayant des besoins spécifiques. Il y a eu des ouvertures dans le nord de l'Europe assez intéressantes vers des offres professionnelles qui ne sont pas de la prostitution, mais qui permettent à des personnes qui normalement auraient de la difficulté d'accéder à des activités sexuelles, de le vivre avec des personnes dont c'est le métier. Ça pose toutes sortes de questions extrêmement intéressantes, et je trouve que c'est important d'y aller sans tabou, mais en l'occurrence, je serais bien en difficulté de vous répondre. La question de la sociabilité, oui, bravo pour votre posture vis-à-vis de l'éducation libre des enfants. J'ai produit aujourd'hui une émission sur Rainer Fulmich, qui est actuellement torturé par l'État allemand, et malheureusement, je ne veux pas inquiéter qui que ce soit, mais il faut comprendre qu'il y aura des coups de bâton à certains endroits, et que à la fois c'est important d'oser suivre son intuition et faire tout ce qu'on peut dans une direction, tout en sachant que les conséquences peuvent être assez massives. On a vu des retraits de garde d'enfants pour des questions de refus de la vaccination. Ça, en tout cas, il y a eu des exemples qui se sont déroulés. Donc, de nouveau, ça n'est pas pour vous dissuader, mais effectivement pour inciter à une grande prudence, au fait d'avoir des appuis, de prendre conseil auprès de personnes qui ont des expériences de cette nature, parce qu'ils sont maintenant dans le côté enragé qui est le leur, vraiment dans l'intention de faire des exemples. Et ils peuvent être extrêmement brutaux si ils vous prennent à un endroit où vous avez par exemple mal calculé certains risques. Donc j'invite vraiment au fait de faire ce travail d'intelligence collective pour voir comment se protéger. Pour vous donner juste un exemple, Chloé Framery, qui est notre très grande résistante à Genève, vient de se faire matraquer par la justice. Ça n'a rien à voir, mais je me permets de vous résumer la situation en deux mots. Elle s'est fait traiter de sympathie antisémite par deux journalistes qui sont vraiment des journalistes voyous, qui l'ont harcelée pendant 4 ans d'une manière mais absolument abjecte. Le procureur a refusé d'entériner sa plainte contre eux. Elle a décidé d'y aller quand même. Et puis résultat, elle s'est fait débouter avec mise à charge des frais d'avocat de la partie adverse. Elle est dans 24 000 € de dette par décision de justice inique. Alors je suis très malheureux pour elle parce que c'est quelqu'un d'admirable. Et puis en même temps, franchement, elle n'aurait pas dû y aller. Elle n'aurait pas dû.
il y a des moments où il faut être très tacticien, et même si tout en nous crie à l'injustice et à l'envie d'y aller envers et contre tout, il est important d'avoir aussi beaucoup de lucidité, de capacité de calcul. Accessoirement, c'est une question qui m'a été posée, mais est-ce que vous ne prenez pas des risques avec votre travail, etc. Et j'ai essayé de toujours surveiller, je sais où sont les lignes rouges, et d'aller aussi près que je peux, mais je ne veux pas mettre en danger ma fille, je ne veux pas me mettre en danger. Donc c'est des arbitrages qui sont subtils, et plus on peut s'inspirer les uns des autres et partager nos compréhensions, mieux c'est. J'oublie une autre question. Probablement. Pardon ? Oui, l'immigration, vous avez 1000 fois raison, bien sûr. Mais après, c'est ce truc circulaire, c'est-à-dire qu'on voit que dans les plans de société ouverte de Soros et autres, le fait de noyer des pays sous une immigration de masse, incontrôlée, et qui ne correspond pas à ce que la société d'accueil peut absorber, fait partie du plan, pour défaire notamment les identités nationales et pour faire augmenter le sentiment d'insécurité. Et donc le fait de rendre la vie invivable ou tellement pénible que les gens vont naturellement être tentés d'aller voir ailleurs ou avoir besoin de le faire au cas où, on peut penser à la Libye, par exemple, la destruction de la Libye, tout ça fait partie du plan. Et c'est là où c'est bien, c'est important de voir qu'est-ce qu'ils ont à l'esprit, et ce d'autant plus qu'ils le disent. De nouveau, moi, dans les 2 livres que j'ai écrits sur la crise récemment, la Autopsie d'un désastre et la fabrication, je documente tout à partir de ce qu'ils disent eux-mêmes. Et ils le disent très très clairement. Et de nouveau, vous savez, on vient tous d'Afrique. Nos ancêtres vivaient en Afrique, les miens aussi, on est tous venus d'Afrique. Donc, de nouveau, ce n'est pas un anthropologue qu'on fera considérer l'immigration comme étant problématique. Par contre, la seule question, c'est est-ce que c'est bon pour les personnes qui sont dans ces flux migratoires, est-ce que c'est bon pour les sociétés qui les accueillent? Et là, il y a des conditions minimales requises qui aujourd'hui sont mises à mal, mais de manière délibérée, de nouveau. Donc voilà, c'est juste d'être lucide par rapport à ça. Par contre, merci de votre précision, parce que c'est très très important de le... Effectivement, j'ai peut-être été trop rapide de manière de parler, c'est très très important de le rappeler. Et d'ailleurs, ça sera de toute manière un enjeu, parce que si on part de cette idée que les situations peuvent se déconstruire assez vite, moi je pense qu'il y a énormément de personnes issues de l'immigration qui, au fond, n'auraient pas envie de rester. Si elles pouvaient trouver au pays quelque chose qui leur donne une vie qui soit bonne, qui soit stimulante, qui soit possible, elles seraient ravies de retourner dans leur pays d'origine avec le bénéfice de l'expérience d'avoir été ailleurs. En même temps, c'est une grande richesse pour nos pays, qui est aussi de l'immigration heureuse à beaucoup d'endroits. Vous savez, le sourire et le soleil que les Africains sont capables de mettre chez nous, je le rappelle souvent, mais les pays où c'est quand même le plus difficile, c'est là où les gens sourient le plus et les gens sont les plus joyeux. Et les pays où au fond ça va pas si mal, on est quand même ceux qui râlent et qui rouspètent le plus. Donc franchement, moi j'ai pas de problème à être entouré de personnes avec un grand sourire, et je crois qu'ils peuvent nous faire beaucoup de bien. Mais voilà, c'est dans le fait de créer des conditions qui soient bonnes et qui soient mutuellement bénéfiques que la question se joue. On a fait le tour? Génial, je vous propose qu'on en reste là si vous êtes d'accord. Et je vous remercie.